Yes, we cap. C'est peut-être avec les fameuses fruitières du Jura, ou encore avec la communauté de production de fourches en bois de Micocoulier, que l'on peut trouver les premières formes de parenté avec nos coopératives. La loi Le Chapelier y mettra un terme, mais pour un temps seulement. L'essor des coopératives sera lié au XIXe siècle et à l'avènement de l'ère industrielle. Parmi les précurseurs, 4 ouvriers parisiens fonderont ainsi en 1834 l'association chrétienne des bijoutiers en doré. 10 ans plus tard, c'est cette fois outre-Manche, dans les faubourgs de Manchester, que sera créée la Société des équitables pionniers de Rochdale. Première coopérative de consommation, elle bâtira quelques années après une coopérative de construction. Et c'est cette dernière qui servira de modèle à la première cité coopérative française construite à Paris sous Napoléon III. Qu'elles soient de production, de consommation ou de construction, toutes les coopératives ont un point commun. Filles de la nécessité, elles sont autant de réponses économiques et sociales aux conséquences du capitalisme sauvage qui frappe les populations les plus défavorisées. Ces organisations démocratiques reposent sur des droits égaux accordés à tous leurs participants. Penseurs et théoriciens ont apporté leur concours pour formaliser et inspirer ce mouvement. Robert Owen en Angleterre, sacré père fondateur de la coopération, et Charles Fourier en France, et son fameux phalanstère, qui a servi de modèle au familistère de Guise. À l'heure de la révolution industrielle et de l'exode rural, de la misère ouvrière et des taudis qui se multiplient, la coopérative sera donc un moyen de prendre collectivement l'initiative pour obtenir un logement accessible. La fin du XIXe siècle commence à voir fleurir leur production, essentiellement de la petite propriété, créée sur le principe de la location-attribution. Une famille loue son logement jusqu'à son remboursement complet. Elle en devient alors pleinement propriétaire. Parmi les réussites remarquables, on compte également celle de la Société coopérative des Dames des Postes, Télégraphe et Téléphone, et la Cité-Jardin de Draveil. Achevée en 1928, elle regroupe 250 pavillons et connaît une vie culturelle dense. Différentes lois adoptées tout au long de cette période ont porté l'essor des coopératives. C'est en 1894 la loi Siegfried, relative aux habitations bon marché, qui encourage la création de sociétés de construction économique à profit limité. C'est ensuite la loi Strauss en 1906 qui fixe le cadre d'activité des sociétés coopératives HBM et leur permet d'emprunter à des taux avantageux. Viendra également la loi Ribot sur l'accession à la petite propriété qui, en 1908, étendra les dispositions fiscales de la loi Siegfried. C'est cette même année que 50 coopératives d'HBM fondent à Paris la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitation à bon marché. Autre loi importante, la loi Loucher, qui lancera en 1928 un programme de construction de 260 000 logements répartis sur 5 ans, avec un financement d'État pouvant aller jusqu'à 90% du coût. Elle marque le début de l'intervention de l'État dans la construction de logements. Toutes ces lois ont permis la multiplication du nombre de coopératives qui atteindra 546 sociétés en 1933. La reconnaissance de l'apport travail comme apport personnel des coopérateurs va aussi impulser le développement de nouvelles expérimentations dans les années 50, celle des castors. Dans le système des castors, le travail se substitue au capital. C'est par ces coopératives d'autoconstruction que seront bâtis, entre autres, la Cité des Abeilles et le quartier de la Claire-Cité. Autre forme d'apport personnel qui sera mise en place dans le cas de la maison radieuse réalisée par Le Corbusier, celle de la location coopérative, où chaque coopérant participera à hauteur de 15% du coût du logement. Cet immeuble est un immeuble HLM. Et par conséquent, dans les comparaisons que l'on peut faire avec d'autres types d'habitations, il ne faut pas oublier qu'ici c'est un HLM. Et ça, nous y avons beaucoup tenu. C'est une des conditions premières que nous avons posées à Le Corbusier. Nous l'avons enfermé, si vous voulez, dans ce qui n'est pas facile avec un homme comme Le Corbusier, nous l'avons enfermé dans une limite qui était le prix de revient limite HLM que nous ne
devions absolument à aucun prix dépasser. Oui, mais pour une construction beaucoup plus grande qu'un HLM habituel. Alors, si vous voulez, prix de revient qui commandait évidemment le loyer, parce que nous avions toujours en vue les familles qui devaient habiter cet immeuble et nous voulions qu'elles aient des loyers normaux, des loyers pas trop chers. À la fin des années 60, le mouvement des castors s'essouffle, mais celui des coopératives se poursuit et bénéficie de l'industrialisation des techniques de construction. Et viendra la loi du 16 juillet 1971. Les sociétés de location coopérative qui avaient construit 40 000 logements seront transformées en sociétés anonymes. La location-attribution est également touchée. Il faudra attendre la loi du 20 juillet 1983 pour qu'elles retrouvent leurs compétences. En 1992, une autre loi va reconnaître la place des associés non coopérateurs dans le capital des coopératives. Les sociétés coopératives vont ainsi se moderniser et recouvrer de loi en loi leurs compétences, avec pour résultat de passer de 1300 logements construits en 1990 à près de 3500 réalisés en 2000 et 7000 en 2010. En un siècle, les coopératives d'HLM ont construit plus de 400 000 logements.